Le lycée Beau-Rivage, un établissement reconnu dans la communauté pour son excellence académique, était sur le point de faire face à un défi inattendu. Lorsque Sophie Dubois, une brillante élève d'origine latine, a rejoint l'effectif étudiant, elle n'avait aucune idée des préjugés enracinés qu'elle allait rencontrer. Alors que les tensions montaient et que les conflits s'intensifiaient, un groupe restreint de professeurs et d'administrateurs observait en silence, mais l'un d'entre eux n'était pas un enseignant ordinaire. Le proviseur Martin, en apparence irréprochable, cachait bien plus sous la surface. Quel pouvoir secret ce mystérieux directeur détenait-il et comment la lutte d'une étudiante allait-elle devenir le catalyseur d'un changement institutionnel? Nous allons le découvrir. Mais avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous lisez aujourd'hui et, si vous aimez ce récit plein de rebondissements inattendus et de moments de justice, n'oubliez pas de vous abonner. Le soleil du matin se levait sur l'imposant bâtiment de briques rouges du lycée Beau-Rivage. Les couloirs, autrefois silencieux, commençaient à se remplir du brouhaha des élèves qui arrivaient pour une nouvelle journée de cours. Parmi la foule, une silhouette se démarquait. Sophie Dubois, une jeune fille de 17 ans, aux cheveux foncés et aux yeux brillants, qui marchait avec détermination vers sa nouvelle salle de classe. Sophie était la nouvelle élève, fraîchement arrivée d'une autre ville. Son cœur battait la chamade, tandis qu'elle se frayait un chemin parmi les groupes d'élèves qui bavardaient joyeusement. Malgré sa nervosité, elle gardait la tête haute, déterminée à faire de ce nouveau départ quelque chose de positif. En tournant à un coin, Sophie heurta accidentellement un jeune homme grand et athlétique. « Désolée », murmura-t-elle, se baissant pour ramasser les livres qui lui étaient tombés. « Pas de problème », répondit le jeune homme avec un sourire aimable, l'aidant à ramasser ses affaires. « Je m'appelle Charles. Tu es nouvelle ici ?» Sophie hocha la tête, lui rendant son sourire. « Oui, je viens d'arriver. Je m'appelle Sophie Dubois. »« Bienvenue à Beau-Rivage, Sophie, » dit Charles. « Si tu as besoin d'aide pour t'orienter, n'hésite pas à me demander. » Avant que Sophie ne puisse répondre, la cloche sonna annonçant le début des cours. Charles la salua d'un geste et disparut dans la foule, laissant Sophie avec un sentiment de soulagement d'avoir établi son premier contact amical. Avec une confiance renouvelée, Sophie se dirigea vers son premier cours, littérature, avec Madame Girard. En entrant dans la salle, elle remarqua que la plupart des sièges étaient déjà occupés. Elle se dépêcha de prendre l'une des dernières places disponibles, juste au moment où une femme des âges moyens, les cheveux tirés en un chignon serré et des lunettes à monture fine, entrait dans la salle. « Bonjour, classe !» dit Madame Girard d'une voix ferme. Son regard parcourut la salle, s'arrêtant brièvement sur Sophie. Pendant un instant, Sophie crut voir une lueur de dégoût dans les yeux de la professeure, mais ce fut si fugace qu'elle pensa l'avoir imaginé. « Je vois que nous avons un nouveau visage, » continua Madame Girard, son ton neutre. « Présente-toi à la classe, s'il te plaît. » Sophie se leva, sentant tous les regards sur elle. « Bonjour, je m'appelle Sophie Dubois. Je viens de déménager ici et je suis ravie de commencer à Beau-Rivage. » Madame Girard acquiesça sèchement. « Bien. J'espère que tu es prête pour le niveau d'exigence de cette classe. Assieds-toi. » Alors que Sophie s'asseyait, elle remarqua que la professeure l'observait avec une expression indéchiffrable. Elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas tout à fait, mais elle chassa cette sensation, se concentrant sur la sortie de son manuel. Le cours commença par la discussion de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur », un roman qui explorait les thèmes du racisme et de l'injustice. Sophie, qui avait lu le livre dans son ancienne école, écoutait attentivement, impatiente de participer. Lorsque Madame Girard demanda des opinions sur le thème central du livre, Sophie leva la main. La professeure sembla hésiter un moment avant de lui donner la parole. « Je pense que l'un des thèmes principaux est la façon dont le racisme affecte toute une communauté, » commença Sophie. « Pas seulement les victimes directes, mais tous ceux qui en sont témoins et... »« Ça suffit », interrompit brusquement Madame Girard. « C'est une interprétation simpliste. Quelqu'un d'autre a-t-il une opinion plus élaborée ?» Sophie s'enfonça dans son siège, surprise et blessée par le rejet brutal de son commentaire. Elle regarda autour d'elle et vit que certains de ses camarades l'observaient avec curiosité et un peu de sympathie. Au fur et à mesure que le cours avançait, Sophie remarqua un schéma inquiétant.
Madame Girard semblait délibérément ignorer ses tentatives de participation, tout en louant les contributions d'autres élèves, en particulier ceux qui, Sophie ne put s'empêcher de le remarquer, semblaient appartenir à un groupe ethnique spécifique. À la fin du cours, alors que les élèves quittèrent la salle, Sophie entendit 2 camarades chuchoter. « Tu as vu comment Madame Girard a traité la nouvelle ?» dit l'une. « Oui, c'était bizarre, mais ça ne me surprend pas. Tu sais comment elle est avec certains élèves ?» répondit l'autre. Sophie fit semblant de ne pas entendre, mais leurs paroles résonnèrent dans son esprit. Était-il possible que l'attitude de Madame Girard envers elle ne soit pas une simple antipathie personnelle, mais quelque chose de plus profond et de plus inquiétant? En sortant de la salle, Sophie croisa Charles qui lui adressa un sourire encourageant. « Comment s'est passé ton premier cours ?» demanda-t-il. Sophie hésita un moment avant de répondre. « Intéressant », dit-elle finalement, en ne voulant pas révéler ses inquiétudes si tôt. « Madame Girard peut être exigeante », commenta Charles, choisissant soigneusement ses mots. « Mais tu t'y habitueras. » Sophie acquiesça, reconnaissante pour ce geste amical, mais ne put s'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose de plus sous la surface, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore déchiffrer. Alors qu'elle se dirigeait vers son prochain cours, Sophie ne pouvait se débarrasser de la sensation que son séjour à Beau-Rivage allait être beaucoup plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Ce qu'elle ne savait pas, était que les tensions qu'elle avait perçues lors de son premier cours, étaient que la pointe de l'iceberg d'un problème beaucoup plus vaste qui se cachait dans les couloirs et les salles de classe de Beau-Rivage. Les jours suivants à Beau-Rivage furent une montagne russe de émotions pour Sophie. D'un côté, elle était enthousiasmée par les nouvelles amitiés qu'elle commençait à nouer, en particulier avec Charles et son groupe d'amis. De l'autre, elle ne pouvait ignorer le malaise croissant qu'elle ressentait dans la classe de Madame Girard et dans les couloirs de l'école. Un après-midi, alors que Sophie rangeait ses livres dans son casier, elle entendit une conversation proche qui attira son attention. « Tu as entendu ce qu'a dit le proviseur Martin lors de la réunion des professeurs ?» chuchota une voix que Sophie reconnut comme celle de Mademoiselle Perrin, la jeune professeure de mathématiques. « Non, que s'est-il passé ?» répondit une autre voix, que Sophie ne put identifier. Apparemment, lorsqu'on discutait de la diversité dans le corps étudiant, il a fait quelques commentaires, disons, pas très appropriés, dit Mademoiselle Perrin, baissant encore plus la voix. Sophie resta immobile, faisant semblant de chercher quelque chose dans son casier tout en tendant l'oreille. « Quel genre de commentaires ?» insista l'autre voix. « Je préfère ne pas les répéter, » répondit Mademoiselle Perrin. « Mais disons qu'il a clairement exprimé sa préférence pour un certain type d'élève. » La conversation éloigna dans le couloir, laissant Sophie avec une sensation de malaise dans l'estomac. Était-il possible que le proviseur lui-même ait des préjugés? Soudain, l'attitude de Madame Girard envers elle commença à prendre un sens nouveau et inquiétant. Cet après-midi-là, pendant le déjeuner, Sophie s'assit avec Charles et ses amis, Émilie, une fille d'origine asiatique, et Marc dont la famille était originaire des Antilles. « Les gars, » commença Sophie, hésitant un moment avant de continuer. « Avez-vous remarqué quelque chose? Qu'étrange dans la façon dont certains professeurs traitent certains élèves ?» Le silence qui suivit sa question fut révélateur. Émilie et Marc échangèrent des regards, tandis que Charles semblait soudainement très intéressé par son sandwich. « Pourquoi tu demandes ça ?» dit finalement Émilie, avec prudence. Sophie leur raconta son expérience dans la classe de Madame Girard et ce qu'elle avait entendu à propos du proviseur Martin. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle remarqua que ses nouveaux amis se détendaient visiblement, comme s'ils avaient retenu leur souffle. « Tu n'es pas la seule à l'avoir remarqué, » dit Marc à voix basse. « Je suis ici depuis des années et il y a toujours eu des tensions. Mais dernièrement, ça semble empirer. L'année dernière, j'ai proposé un club de culture antillaise, » ajouta Émilie. Le proviseur Martin l'a rejeté, disant que ce N était pas nécessaire. Mais le club de golf a reçu des fonds supplémentaires sans problème. Charles, qui était resté silencieux, parla enfin. Mon grand frère disait que les choses étaient différentes avant l'arrivée de Martin. Mais personne n'en parle ouvertement. Sophie ressentit un mélange de soulagement de ne pas imaginer les choses et d'inquiétude face à l'ampleur du problème.
Et personne n'a rien fait à ce sujet. Ses amis haussèrent les épaules, une expression d'impuissance sur leur visage. « Que pouvons-nous faire ?» dit Émilie. « C'est notre parole contre la leur. » La conversation fut interrompue par la sonnerie annonçant la fin du déjeuner. Alors qu'ils se dirigèrent vers leurs cours respectifs, Sophie ne put s'empêcher de remarquer comment les élèves semblaient se regrouper par affinités ethniques, un détail qu'elle avait auparavant négligé. Dans son cours suivant, Histoire avec M. Dupont, Sophie observa avec un regard neuf. Elle remarqua comment le professeur semblait favoriser certains élèves, comment certains se sentaient plus à l'aise pour participer, tandis que d'autres restaient silencieux. Alors que M. Dupont parlait de la Révolution française, Sophie leva la main pour poser une question sur l'impact du conflit sur les communautés minoritaires. Le professeur sembla surpris par la question et y répondit brièvement, avant de changer rapidement de sujet. En sortant du cours, Sophie entendit deux élèves commenter « Tu as vu la tête de M. Dupont quand la nouvelle a posé cette question. »« Ouais, on aurait dit qu'on lui avait demandé de résoudre une équation quantique, » répondit l'autre avec un petit rire. Sophie commençait à sentir qu'elle avait mis le doigt sur quelque chose de beaucoup plus important qu'elle ne l'avait imaginé initialement. L'atmosphère de Beau Rivage, qui lui avait d'abord semblé simplement froide, se révélait maintenant comme un enchevêtrement complexe de préjugés et de tensions non exprimées. Cet après-midi-là, alors qu'elle attendait que son père vienne la chercher, Sophie vit le proviseur Martin sortir du bâtiment. Pendant un moment, leurs regards se croisèrent, et Sophie sentit un frisson. Le sourire que le proviseur lui adressa semblait être un masque, cachant quelque chose de plus sombre en dessous. Quand son père, M. Dubois, arriva dans sa vieille Renault, Sophie monta dans la voiture, l'esprit rempli de questions et de préoccupations. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» demanda son père avec un sourire fatigué. Sophie hésita. Devrait-elle parler à son père de ses soupçons, des conversations qu'elle avait entendues? Finalement, elle décida de garder le silence pour le moment. « Bien, papa, je m'adapte encore. » M. Dubois hocha la tête avec compréhension. « Donne-toi du temps, Sophie. Les choses s'amélioreront. » Alors que la voiture S éloignait de Beau Rivage, Sophie regarda par la fenêtre, observant comment l'imposant bâtiment de briques rouges rapetissait dans la distance. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que, sous sa façade respectable, l'école cachait des secrets qui étaient sur le point d'être révélés. Ce que Sophie ne savait pas, c'était que son arrivée à Beau Rivage avait été comme une pierre jetée dans un étang calme. Les ondes de sa présence commençaient à s'étendre, menaçant de perturber le fragile équilibre de pouvoir et de préjugés qui avait régné sur elle, école, pendant des années. Pendant ce temps, dans le bureau du proviseur Martin, une conversation à voix basse avait lieu. « La nouvelle, Dubois. Elle pose des questions, » dit Madame Girard, sa voix chargée d'inquiétude. Le proviseur Martin se renversa dans son fauteuil, une expression pensive sur son visage. « J'ai surveillé-la de près. Nous ne pouvons pas permettre que l'ordre que nous avons établi ici soit perturbé. » Madame Girard acquiesça, quittant le bureau avec un regard déterminé. Elle, échiquier, était en place, et le jeu de pouvoir à Beau Rivage était sur le point d'entrer dans une nouvelle phase dangereuse. Un après-midi, alors que Sophie sortait de son cours de physique, elle remarqua un groupe d'élèves rassemblés dans un coin du couloir. Leur voix à haine était que des murmures, mais l'excitation dans l'air était palpable. Intriguée, Sophie s'approcha discrètement. « Je n'arrive pas à croire que tu l'aies enregistré », dit une voix que Sophie reconnut comme celle d'Antoine, un élève de terminale connu pour son activisme. « Chut, baisse la voix », répondit une autre voix qui appartenait à Julien, un garçon timide qui portait toujours une caméra avec lui. Si quelqu'un l'apprend, Sophie s'approcha encore plus, sa curiosité l'emportant sur sa prudence. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à voix basse. Le groupe sursauta, la regardant avec un mélange de surprise et de méfiance. Antoine fut le premier à parler. « Sophie, c'est ça? Peut-on te faire confiance ?» Elle hocha fermement la tête. « S'il s'agit de révéler la vérité sur ce qui se passe dans cette école, vous pouvez compter sur moi. » Il y eut un moment de silence tendu avant que Julien ne sorte son téléphone. « Regarde ça, dit-il, appuyant sur play sur une vidéo. L'image était floue, manifestement enregistrée en secret, mais l'audio était clair. Sophie reconnut immédiatement la voix du proviseur Martin. «
Nous ne pouvons pas permettre à ces éléments de perturber l'environnement d'excellence que nous avons créé ici, disait le proviseur. Beau Rivage a une réputation à maintenir et certains types d'élèves ne correspondent tout simplement pas à notre vision. Sophie sentit son sang se glacer. Les paroles du proviseur étaient une confirmation indéniable de ses soupçons les plus sombres. « Quand as-tu enregistré ça ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Hier », répondit Julien. J était en train de réparer l'équipement sonore dans la salle des professeurs quand le proviseur et Madame Girard sont entrés. « Ils ne m'ont pas vu derrière le matériel. Qu'allons-nous faire de ça ?» demanda Émilie, qui faisait également partie du groupe. Antoine, le feu dans les yeux, répondit « Nous devons l'exposer. Ça ne peut pas continuer. » Sophie, cependant, incita à la prudence. « Nous devons être intelligents. Si nous agissons de manière précipitée, ils pourraient trouver un moyen de tout étouffer. » Le groupe acquiesça, reconnaissant la sagesse de ses paroles. Ils décidèrent de garder l'enregistrement secret pour le moment, tout en planifiant soigneusement leurs prochains mouvements. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que, non loin de là, Madame Girard avait capté des fragments de leur conversation. Avec un mélange d'alarme et de détermination, elle se dirigea rapidement vers le bureau du proviseur. Pendant ce temps, Sophie marchait vers son casier, son esprit tourbillonnant avec les implications de ce qu'elle venait de découvrir. Elle était tellement absorbée par ses pensées qu'elle faillit heurter une silhouette qui sortait d'une salle de classe vide. « Oh, désolée, commença-t-elle à s'excuser. Mais elle s'arrêta net en reconnaissant son père, M. Dubois, vêtu de l'uniforme d'agent d'entretien de l'école. « Papa » s'exclama Sophie, surprise. « Que fais-tu ici ?» M. Dubois parut tout aussi surpris et, pendant un moment, Sophie détecta quelque chose d'autre dans son expression. De la culpabilité? De la honte? « Sophie, ma chérie, je travaille ici, » dit finalement son père, sa voix chargée d'une émotion que Sophie ne put complètement déchiffrer. « Tu travailles ici? Comme agent d'entretien ?» demanda Sophie, la confusion évidente dans sa voix. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Avant que son père ne puisse répondre, le bruit de pas qui s'approchait les interrompit. M. Dubois regarda nerveusement autour de lui. « Nous ne pouvons pas parler ici, » dit-il précipitamment. « Je t'expliquerai tout à la maison, je te le promets. » Sur ce, il s'éloigna rapidement, laissant Sophie avec plus de questions que de réponses. Alors qu'elle le regardait disparaître dans le couloir, Sophie ne put s'empêcher de sentir qu'elle venait de trébucher sur une autre pièce d'un puzzle de plus en plus complexe. Le reste de la journée se déroula dans un brouillard pour Sophie. Son esprit oscillait entre l'enregistrement incriminant du proviseur et la découverte du travail secret de son père. Comment ces pièces s'emboîtaient-elles? Et quelles autres surprises l'attendaient dans les couloirs de Beau Rivage? Ce soir-là, dans la petite maison des Dubois, Sophie attendait anxieusement le retour de son père, déterminée à obtenir des réponses. Quand elle entendit enfin la porte s'ouvrir, elle se leva d'un bond du canapé. « Papa, il faut qu'on parle », dit-elle fermement, alors que son père entrait dans le salon. M. Dubois soupira profondément, comme s'il avait attendu ce moment avec un mélange de crainte et de résignation. « Oui, ma chérie, je crois qu'il est temps que tu saches toute la vérité. » Il s'assit lourdement sur le canapé, indiquant à Sophie de faire de même. « Il y a des années, » commença-t-il. « J était professeur à Beau Rivage. » Sophie haleta, surprise. « Professeur. Mais... » « Laisse-moi finir, » dit doucement son père. « J'y étais professeur d'histoire et j'aimais mon travail. Mais quand le nouveau proviseur, M. Martin, est arrivé, les choses ont commencé à changer. Ses politiques, ses attitudes, je n'étais pas d'accord avec elles. » M. Dubois fit une pause, comme si les mots suivants étaient douloureux à prononcer. « J'ai essayé de parler. J'ai essayé de changer les choses de l'intérieur. Mais M. Martin, il a beaucoup d'influence. Avant que je ne m'en rende compte, je me suis retrouvé rétrogradé, mon poste de professeur m'a été arraché. » Sophie écoutait, horrifiée, tandis que son père continuait. « On m'a offert le poste d'agent d'entretien. C était humiliant, mais je l'ai accepté. Nous avions besoin de l'argent et je voulais rester proche, surveiller, attendre le bon moment pour exposer la vérité.
« Papa, dit Sophie, les yeux pleins de larmes. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je voulais te protéger, répondit-il, prenant ses mains dans les siennes. Je ne voulais pas que tu portes ce fardeau, mais maintenant je vois que tu es déjà au milieu de tout ça. » Sophie acquiesça, partageant avec son père ce qu'elle avait découvert ce jour-là. Au fur et à mesure qu'ils parlaient, père et fille réalisèrent qu'ils étaient au centre de quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. « Qu'allons-nous faire ?» demanda finalement Sophie. M. Dubois la regarda avec un mélange de fierté et de détermination. « Nous allons nous battre, ma chérie. Ensemble, nous allons exposer la vérité et faire de Beau Rivage l'endroit qu'il aurait toujours dû être. » Alors que la nuit avançait, Sophie et son père planifiaient leur prochain mouvement, sans savoir que les forces qui s'opposaient à eux étaient déjà en mouvement. Dans l'obscurité de son bureau, le proviseur Martin examinait les caméras de sécurité, son visage éclairé par la lueur des écrans. Ainsi, le vieux Dubois et sa fille pensent pouvoir nous défier, murmura-t-il pour lui-même. Nous verrons bien qui rira le dernier. Elle, échiquier, était en place, et la bataille pour El-Ham de Beau Rivage était sur le point de commencer sérieusement. Les jours suivants à Beau Rivage furent comme marcher sur un champ de mines pour Sophie. Chaque conversation, chaque regard, Sophie suivit Charles jusqu'à un coin tranquille de la cour. Une fois là-bas, Charles prit une profonde respiration avant de parler. « J'ai entendu mon père parler au téléphone hier soir, » commença-t-il. « Il fait partie du conseil d'administration de l'école et, Sophie, il prépare quelque chose de gros, quelque chose qui pourrait affecter beaucoup d'élèves, surtout ceux issus de minorités. » Sophie sentit son sang se glacer. « Quel genre de plan ?» demanda-t-elle, redoutant la réponse. « Je ne suis pas sûr de tous les détails, » répondit Charles, la frustration évidente dans sa voix. « Mais ils ont mentionné quelque chose à propos de restructurer la population étudiante, de faire des changements dans les politiques d'admission. Ça sonnait mal, Sophie. » L'esprit de Sophie travaillait à toute vitesse. Cela correspondait parfaitement à ce qu'ils avaient entendu dans l'enregistrement du proviseur Martin. Ça a été la confirmation dont ils avaient là besoin, que le problème allait au-delà de quelques commentaires malheureux. Ça, c'était un plan systématique pour changer la composition de Beau Rivage. « Charles, c'est grave, » dit Sophie. « Nous devons faire quelque chose. » Charles acquiesça, mais le doute assombrissait son visage. « Je sais, mais, Sophie, mon père est impliqué là-dedans. Si nous faisons quelque chose, si nous exposons tout ça, il pourrait... » Sophie posa une main réconfortante sur les épaules de Charles. « Je comprends que c'est compliqué. Mais pense à tous les élèves qui pourraient être affectés. Nous avons besoin de ton aide, Charles. » Avant que Charles ne puisse répondre, le bruit de pas qui s'approchait les alerta. Ils se séparèrent rapidement, juste à temps pour voir Madame Girard tourner au coin. « Mademoiselle Dubois, Monsieur le maire, » dit la professeure, sa voix froide comme la glace. « Ne devriez-vous pas être en cours ?»« Nous y allions, Madame Girard, » répondit Sophie, gardant sa voix aussi neutre que possible. Alors qu'ils s'éloignaient, Sophie ne put s'empêcher de remarquer le regard pénétrant de Madame Girard qui les suivait. Aurait-elle entendu quelque chose de leur conversation? Le reste de la journée se déroula dans un état de tension constante. Sophie se réunit brièvement avec Antoine, Émilie et Julien pour partager ce que Charles lui avait dit. Ils décidèrent qu'il était temps de passer à l'action, mais qu'ils devaient être prudents. « Nous devons trouver un moyen de rendre public l'enregistrement sans qu'on puisse remonter jusqu'à nous, » dit Antoine. « Et nous avons besoin de plus de preuves, » ajouta Émilie. L'enregistrement seul pourrait ne pas être suffisant. Pendant qu'ils discutèrent de leurs options, Sophie ne put s'empêcher de penser à son père. Devrait-elle l'impliquer dans tout cela? Sa connaissance interne de l'école pourrait être inestimable. Mais cela le mettrait aussi dans une position très vulnérable. Cet après-midi-là, alors que Sophie aidait son père à préparer le dîner, elle décida que était le moment de parler. « Papa, » commença-t-elle, « il y a quelque chose que je dois te dire. » M. Dubois la regarda, remarquant le sérieux dans sa voix. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Sophie prit une profonde inspiration et lui raconta tout, l'enregistrement, les soupçons sur les plans du conseil d'administration, le groupe d'élèves qui travaillaient pour exposer la vérité. Son père, elle, écouta en silence,
son visage un mélange de fierté et d'inquiétude. Quand Sophie eut terminé, M. Dubois s'assit lourdement sur une chaise de la cuisine. « Sophie, dit-il finalement, ce que tu fais est courageux et nécessaire, mais c'est aussi dangereux. Kams, Martin et ses alliés ont beaucoup de pouvoir, et ils n'hésiteront pas à l'utiliser pour se protéger. Je sais, papa, répondit Sophie, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent l'avenir de tant d'élèves. Nous avons besoin de ton aide. M. Dubois ferma les yeux un moment, comme s'il menait une bataille intérieure. Quand il les ouvrit, il y avait une nouvelle détermination en eux. « D'accord, dit-il, je vais vous aider. Mais nous devons être extrêmement prudents. » Sophie serra son père dans ses bras, ressentant une vague de soulagement et de gratitude. Avec son aide, peut-être aurait-il une chance de changer les choses à Beau-Rivage. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est qu'à ce moment précis, le proviseur Martin avait une conversation très différente dans son bureau. « Madame Girard, dit-il, sa voix chargée d'autorité, j'ai besoin que vous surveilliez de près mademoiselle Dubois et son groupe d'amis. J'ai des raisons de croire qu'ils trament quelque chose. » Madame Girard hocha la tête, un sourire froid sur les lèvres. « Ne vous inquiétez pas, monsieur le proviseur, je veillerai à ce qu'il ne cause pas de problème. » Alors que la nuit tombait sur la ville, les différents camps de Beau-Rivage se préparaient à une bataille qui déterminerait l'avenir de l'école. Sophie et ses alliés, armés de la vérité et de la détermination de faire ce qui est juste. Le proviseur Martin et ses partisans, prêts à protéger leur pouvoir à tout prix. Et au milieu de tout cela, des élèves comme Charles, pris entre la loyauté envers leur famille et le désir de faire ce qui est juste. La scène était prête pour une confrontation qui ébranlerait les fondements mêmes de Beau-Rivage. Et personne, pas même Sophie, ne pouvait prévoir les révélations surprenantes qui allaient en suivre. Le lendemain matin se leva gris et menaçant, comme si le ciel lui-même pressentait la tempête qui se préparait à Beau-Rivage. Sophie arriva tôt à l'école, le cœur battant d'un mélange de détermination et de nervosité. Dans son sac à dos, elle portait une copie de l'enregistrement, soigneusement conservée sur une clé USB. Dans le couloir principal, elle rencontra Antoine, Émilie et Julien. Les quatre échangèrent des regards complices avant de se diriger vers une salle de classe vide qu'ils avaient convenu d'utiliser comme leur quartier général. Une fois à l'intérieur, Antoine ferma la porte et parla à voix basse. « Tout le monde est prêt pour aujourd'hui ?» Sophie acquiesça. « Mon père va nous aider. Il connaît l'école mieux que quiconque et sait comment se déplacer sans être détecté. »« Parfait, » dit Émilie. « Julien, tu as tout préparé avec l'équipement sonore de l'auditorium ?» Julien, habituellement timide, afficha un sourire confiant. « Tout est prêt. Pendant l'assemblée de cet après-midi, je serai dans la cabine de contrôle. D'une simple pression sur un bouton, l'enregistrement sera diffusé sur tous les haut-parleurs. Rappelez-vous, avertit Sophie, nous devons être extrêmement prudents. Si on nous découvre avant l'heure, tout s'effondrera. À ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement, faisant sursauter tout le monde. À leur grand soulagement, c'était Charles qui entrait, refermant rapidement la porte derrière lui. « Les gars, on a un problème, » dit-il, essoufflé. « Je viens d'entendre Madame Girard parler avec le proviseur. Il soupçonne que quelque chose va se passer aujourd'hui. » Un silence tendu tomba sur le groupe. Sophie fut la première à le rompre. « Ça complique les choses, mais nous ne pouvons pas reculer maintenant. Nous devrons être encore plus prudents. »« Charles, » dit Antoine, posant une main sur son épaule, « merci de nous avoir prévenus. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. » Charles hocha la tête, le conflit évident sur son visage. « Juste, faites ce qui est juste, d'accord ?» Pendant que le groupe finalisait ses plans, les adaptant à cette nouvelle information, M. Dubois se trouvait dans le sous-sol de l'école, vérifiant méticuleusement les systèmes de sécurité. En tant qu'agent d'entretien, il avait accès à des zones de l'école auxquelles les autres n'avaient pas accès, et il était déterminé à utiliser cette connaissance pour aider sa fille et ses amis. Avec précaution, il désactiva subtilement certaines des caméras de sécurité dans les couloirs clés, s'assurant que cela ressemblait à un simple dysfonctionnement technique. Tout en travaillant, il ne pouvait s'empêcher de penser à comment ils en étaient arrivés là. Comment avait-il permis que les choses se détériorent à ce point dans l'école qu'il avait autrefois aimée?
Pendant ce temps, dans le bureau du proviseur M, Martin faisait les 100 pas nerveusement. Madame Girard l'observait depuis une chaise, son visage un masque de calme forcé. « Nous ne pouvons pas permettre que quoi que ce soit se passe mal aujourd'hui, » dit le proviseur, sa voix tendue. « Le conseil d'administration sera présent à l'assemblée. Si ces élèves tentent quelque chose... » « Ne vous inquiétez pas, monsieur le proviseur, » interrompit Madame Girard. « J'ai doublé la sécurité à tous les points clés. Si quelqu'un tente quoi que ce soit, nous le saurons immédiatement. » M. Martin hocha la tête, mais ne semblait pas complètement convaincu. Il y a trop en jeu, Marguerite. Si ce que nous avons fait toutes ces années venait à être révélé, ça ne sera pas révélé, dit fermement Madame Girard. Nous nous en sommes assurés. Au fur et à mesure que la journée avançait, la tension à Beau-Rivage était palpable. Les élèves et les professeurs pouvaient sentir que quelque chose était dans l'air, bien que la plupart ne sachent pas exactement quoi. Sophie assista à ses cours comme d'habitude, essayant de garder son calme malgré les nerfs qui la rongèrent de l'intérieur. Dans la classe de Madame Girard, elle sentit le regard de la professeure sur elle plus intensément que jamais, comme si elle essayait de lire dans ses pensées. Finalement, l'heure de l'assemblée arriva. Les élèves commencèrent à remplir l'auditorium, bavardant avec animation, inconscients du drame qui était sur le point de se dérouler. Sophie, assise entre Émilie et Antoine, chercha son père du regard. Elle le vit dans un coin, apparemment occupé à des tâches d'entretien, mais elle savait qu'il était attentif à tout signe de problème. Sur la scène, le proviseur Martin s'approcha du podium, son sourire habituel fermement en place. « Bienvenue, élèves et professeurs de Beau-Rivage », commença-t-il. « Aujourd'hui est un jour spécial. » Sophie retint son souffle. À tout moment, Julien allait activer l'enregistrement et la vérité serait révélée. Elle regarda vers la cabine de contrôle, attendant de voir le signal convenu. Mais quelque chose n'allait pas. Julien N n'était pas dans la cabine. À sa place, Sophie vit avec horreur Madame Girard, un sourire triomphant sur son visage, alors qu'elle tenait une clé USB identique à celle que Sophie avait apportée. La panique s'empara de Sophie. Comment avait-il découvert leur plan? Où était Julien? Elle regarda Antoine et Émilie, qui avaient également remarqué que quelque chose allait terriblement mal. Juste au moment où Sophie pensait que tout était perdu, les lumières de l'auditorium clignotèrent et éteignirent complètement. Un murmure de confusion se répandit parmi les élèves. Soudain, la voix du proviseur Martin remplit l'auditorium. Mais ce N n'était pas le discours qu'il était en train de donner sur scène. C était l'enregistrement. Ah, nous ne pouvons pas permettre à ces éléments de perturber l'environnement d'excellence que nous avons créé ici, résonna la voix du proviseur. Beau-Rivage a une réputation à maintenir et certains types d'élèves ne correspondent tout simplement pas à notre vision. Le chaos éclata dans l'auditorium. Les élèves se levèrent, certains criant, d'autres sous le choc. Le proviseur Martin, pâle comme un fantôme, essayait désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Au milieu du chaos, Sophie vit son père près du panneau électrique, un petit sourire sur son visage. C était lui qui avait activé l'enregistrement, utilisant sa connaissance des systèmes de l'École pour déjouer la sécurité de Madame Girard. Alors que la vérité résonnait dans tout l'auditorium, Sophie réalisa que ce N était que le début. La bataille pour l'âme de Beau-Rivage venait d'entrer dans sa phase la plus critique, et les conséquences de ce moment allaient en changer l'école pour toujours. L'auditorium de Beau-Rivage était plongé dans un chaos total. La voix enregistrée du proviseur Martin continuait à résonner dans les haut-parleurs, exposant sans pitié des années de politique discriminatoire et de préjugés cachés. « Silence! Ordre !» criait le proviseur depuis la scène, son visage un masque de panique et de fureur. Mais ces mots se perdèrent dans la mer de voix indignées des élèves. Sophie, encore sous le choc du tournant inattendu des événements, cherchait ses amis dans la foule. Elle vit Antoine et Émilie essayer de calmer quelques élèves qui semblaient sur le point de confronter physiquement les professeurs. Charles était debout, immobile, une expression d'horreur et de honte sur son visage alors qu'il écoutait les paroles de son père, membre du conseil d'administration, dans l'enregistrement. Soudain, Sophie sentit une main sur son épaule. Elle se retourna pour se retrouver face à face avec Julien, qui semblait agité et effrayé. « Sophie,
Je suis tellement désolé, dit-il, presque en criant pour se faire entendre au-dessus du bruit. Madame Girard m'a attrapé quand j'essayais d'entrer dans la cabine de contrôle. J'ai cru que tout était perdu. Sophie le serra brièvement dans ses bras. Ne t'inquiète pas, Julien, mon père s'est occupé de tout. À ce moment-là, les lumières de l'auditorium se rallumèrent. L'enregistrement s'arrêta brusquement, laissant un silence assourdissant à sa place. Tous les yeux se tournèrent vers la scène où le proviseur Martin semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Élève, professeur », commença-t-il, sa voix tremblante. « C'est un malentendu. » Ces mots ont été sortis de leur contexte. Mais avant qu'il ne puisse continuer, une voix forte et claire l'interrompit. « Plus de mensonges. M. Martin. » Sophie se retourna, surprise, pour voir son père, M. Dubois, debout dans l'allée centrale de l'auditorium. Il ne portait plus son uniforme d'agent d'entretien, mais une chemise et un pantalon formels. « Je m'appelle Robert Dubois, » dit-il, sa voix résonnant dans le silence de l'auditorium. « Il y a des années, j'ai été professeur dans cette école, avant que M. Martin et ses politiques discriminatoires ne me rétrogradent au poste d'agent d'entretien pour avoir osé M. élever contre l'injustice. » Un murmure d'étonnement parcourut l'audience. Sophie vit certains des professeurs les plus anciens hocher la tête, reconnaissant M. Dubois. « Ce que vous avez entendu aujourd'hui, » continua M. Dubois, « n'est que la pointe de l'iceberg. Depuis des années, M. Martin et certains membres du conseil d'administration mettent en œuvre des politiques conçues pour marginaliser certains élèves en fonction de leur race et de leur origine ethnique. » Le proviseur Martin, reprenant un peu de sa contenance, essaya d'interrompre. « Ce sont des accusations sans fondement. Je ne permettrai pas qu'un agent d'entretien... Un agent d'entretien, quoi, M. Martin, le défia M. Dubois. Un agent d'entretien d'origine immigrée, c'est ce que vous alliez dire, parce que c'est précisément ce type de pensée qui empoisonne cette école depuis trop longtemps. » Soudain, une autre voix se joignit à la discussion. C était Madame Girard, qui était descendue de la cabine de contrôle et se tenait maintenant debout à côté de la scène. « C'est vrai, » dit-elle, à la surprise de tous. « Tout est vrai. J'ai été complice de cela pendant des années, et je ne peux plus supporter le poids de la culpabilité. » L'auditorium explosa dans une nouvelle frénésie de voix. Sophie vit certains élèves sortir leur téléphone, sans doute en train de diffuser en direct ou d'enregistrer ce qui se passait. Au milieu du chaos, Sophie sentit une main sur son bras. C était Charles. « Sophie, » dit-il, sa voix brisée. « Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je ne voulais pas croire que mon père était impliqué dans quelque chose comme ça. » Sophie le serra dans ses bras, sentant la tension et le remords dans son corps. « Ce n'est pas ta faute, Charles. Tu as fait ce qu'il fallait à la fin. » Pendant ce temps, sur la scène, M. Martin semblait avoir perdu toute son arrogance. « Je voulais juste le meilleur pour l'école, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour l'audience. M. Dubois s'approcha de la scène. « Le meilleur pour l'école, c'est l'égalité, la justice et l'opportunité pour tous les élèves, quelle que soit leur origine ou la couleur de leur peau. » Soudain, les portes de l'auditorium s'ouvrirent brusquement. Un groupe de personnes en costume entra, suivi de plusieurs officiers de police. « Je suis la docteure Moreau, inspectrice d'académie », annonça une femme âge moyen dans un tailleur impeccable. « Nous enquêtons sur les allégations de discrimination à Beau-Rivage depuis des mois. Ce dont nous avons été témoins aujourd'hui est la confirmation dont nous avions besoin. » M. Martin pâlit encore plus, si c'était possible. « Docteur Moreau, je peux expliquer. Gardez vos explications pour le conseil de discipline. » M. Martin, l'interrompit la docteure Moreau. « Pour l'instant, vous êtes suspendu de vos fonctions. En attendant une enquête complète. » Tandis que les officiers de police escortaient M. Martin et certains membres du conseil d'administration hors de l'auditorium, Sophie se retrouva entourée par ses amis. Antoine, Émilie, Julien et Charles L. étreignirent, tous les yeux remplis de larmes. « On a réussi, » murmura Émilie, « on a vraiment réussi. » Mais Sophie savait que ce N était que le début. Elle regarda son père, qui parlait maintenant avec la docteure Moreau, et ressentit un mélange de fierté et d'appréhension. Ils avaient exposé la vérité, oui,
Mais le chemin vers une véritable égalité et justice à Beau-Rivage ne faisait que commencer. Alors que l'auditorium se vidait lentement, avec des élèves et des professeurs discutant avec animation des événements de la journée, Sophie réalisa que l'école ne serait plus jamais la même. Pour le meilleur ou pour le pire, ils avaient déclenché une révolution. Et maintenant, ils devraient nous faire face aux conséquences de leurs actions. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres de l'auditorium, illuminant le visage de Sophie et de ses amis. Dans ce moment de calme après la tempête, ils se permirent de ressentir une étincelle d'espoir. Beau-Rivage était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère, et il serait là pour s'assurer que ce serait une ère d'égalité, de respect et d'opportunité pour tous. Mais alors qu'ils célébraient leur victoire, aucun d'entre eux ne pouvait imaginer les nouveaux défis et révélations qui les attendaient dans les jours à venir. La bataille pour l'âme de Beau-Rivage était loin d'être terminée. Les jours qui suivirent la révélation dramatique dans l'auditorium de Beau-Rivage furent un tourbillon d'émotions et de changements. L'école devint le centre d'attention des médias locaux et nationaux, avec des journalistes campant devant les portes, avides d'obtenir la dernière mise à jour sur le scandale qui avait ébranlé les fondations de l'institution. Sophie, maintenant reconnue comme l'une des principales figures ayant exposé la vérité, se retrouva à gérer une célébrité soudaine et inconfortable. Lorsqu'elle marchait dans les couloirs, elle sentait les regards d'admiration de certains élèves et ceux de ressentiment d'autres. Un matin, alors qu'elle se dirigeait vers son casier, elle entendit une voix familière l'appeler. « Sophie, attends !» C'était Charles, qui courait pour la rattraper. Son visage montrait des signes de fatigue et d'inquiétude. « Charles, que se passe-t-il » demanda Sophie, remarquant l'urgence dans sa voix. « C'est mon père » répondit Charles, baissant la voix. « Il a reçu un appel hier soir. Je crois que certains membres du conseil d'administration préparent quelque chose. Ils ne sont pas prêts à abandonner si facilement. » Sophie sentit un frisson parcourir son dos. Quel genre de plan? Je ne suis pas sûr des détails, mais j'ai entendu quelque chose à propos de discréditer les élèves impliqués dans la révélation. Sophie, je crois qu'ils vont s'en prendre à toi et à ton père. Avant que Sophie ne puisse répondre, elle vit Émilie et Antoine s'approcher rapidement. Les gars, on a un problème, dit Émilie, sa voix tremblante. Je viens de voir Madame Girard parler avec certains élèves. Elle leur disait que tout était une exagération, que nous avions mal interprété les paroles de Martin. Quoi? S'exclama Sophie, mais elle-même a admis que tout était vrai. Antoine hocha gravement la tête. On dirait qu'elle a changé d'avis, ou peut-être qu'on l'a poussée à le faire. À ce moment-là, Julien rejoignit le groupe, le visage pâle. « J'ai de mauvaises nouvelles, » dit-il, leur montrant son téléphone. « Regardez ça. » Sur l'écran, ils virent un article fraîchement publié dans le journal local. Le titre disait « Héros ou imposteur ?» Le passé de l'ancien professeur de Beau-Rivage remis en question. Sophie lut l'article avec une horreur croissante. Il était rempli d'accusations vagues mais dommageables contre son père, insinuant que sa rétrogradation au poste d'agent d'entretien avait été pour des raisons plus sinistres que celles qu'il avait affirmées. « C'est ridicule », dit Sophie, la colère montant dans sa voix. « Comment peuvent-ils publier ces mensonges ?»« C'est une tactique classique », commenta Antoine, sa voix empreinte d'amertume. « Ils essayent de discréditer les lanceurs d'alerte pour que les gens doutent de toute l'histoire. » Alors qu'ils discutèrent de la façon de répondre à cette nouvelle menace, ils virent la docteure Moreau, l'inspectrice d'académie, marcher rapidement dans le couloir, suivie de plusieurs hommes en costume. « Ce sont des avocats du rectorat », chuchota Charles. « Ça ne peut pas être bon signe. » Sophie sentit le monde commencer à tourner autour d'elle. Tout ce pourquoi ils s'étaient battus, tout ce qu'ils avaient risqué semblait s'effondrer. « On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça, » dit-elle finalement, sa voix pleine de détermination. « On est allé trop loin pour abandonner maintenant. » Les autres acquiescèrent, bien que Sophie pût voir la peur et le doute dans leurs yeux. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Émilie. Sophie réfléchit un moment. « Nous avons besoin de plus de preuves. S'ils essaient de nous discréditer, nous devons trouver des preuves impossibles à nier. Je pourrais essayer d'accéder aux emails de l'école, suggéra timidement Julien. Je sais que ce n'est pas légal, mais c'est risqué, interrompit Antoine. Mais ça pourrait être notre seule option.
Pendant qu'ils discutaient de leur prochain mouvement, Sophie vit son père au bout du couloir. M. Dubois parlait avec un groupe de professeurs, son visage sérieux mais déterminé. Malgré les accusations portées contre lui, il restait ferme. Sophie ressentit une vague de fierté et de détermination. Il n'allait pas laisser la vérité être à nouveau enterrée. « Très bien, » dit-elle, reportant son attention sur le groupe. « Voici le plan. » Alors que Sophie expliquait sa stratégie, aucun d'entre eux ne se rendit compte qu'ils étaient observés. Dans le bureau du proviseur, maintenant occupé temporairement par la docteure Moreau, une silhouette sombre regardait les caméras de sécurité avec intérêt. « Alors, ce sont les fauteurs de troubles, » murmura-t-il pour lui-même. « Il vaudrait mieux qu'on s'occupe d'eux avant qu'ils ne causent plus de dégâts. La bataille pour Beau Rivage était loin d'être terminée. En fait, elle était sur le point d'entrer dans sa phase la plus dangereuse. La tension à Beau Rivage avait atteint un point critique. Les couloirs, autrefois remplis de rires et de conversations animées, étaient maintenant chargés de chuchotements et de regards suspicieux. La division entre ceux qui soutenaient les changements et ceux qui résistaient devenait de plus en plus évidente. Sophie et son groupe d'amis étaient devenus le centre de cette tempête. Conscients que chacun de leurs mouvements était observé, ils durent devenir encore plus prudents dans leurs efforts pour découvrir la vérité. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient à la bibliothèque, Julien s'approcha du groupe avec une expression de triomphe contenue sur son visage. « J'ai réussi », chuchota-t-il, regardant nerveusement autour de lui avant de continuer. « J'ai obtenu l'accès aux emails de M, Martin et de certains membres du conseil d'administration. » Le groupe se pencha plus près, leur visage un mélange d'excitation et d'appréhension. « Qu'as-tu trouvé ?» demanda Antoine, sa voix à peine audible. Julien sortit une clé USB de sa poche. C'est pire que ce qu'on pensait. Il y a des emails qui remontent à des années, détaillant des plans spécifiques pour réformer la composition démographique de l'école. Il y a même des mentions de pots de vin et de menaces envers les professeurs qui s'y opposaient. Sophie sentit son sang se glacer. C'est beaucoup plus gros que ce qu'on imaginait. Et il y a plus, continua Julien. J'ai trouvé des emails récents, postérieurs à la révélation dans l'auditorium. Ils préparent une campagne de dénigrement massive, pas seulement contre ton père, Sophie, mais contre nous tous. Émilie, qui avait écouté en silence, parla enfin. On doit faire quelque chose avec ces informations. On ne peut pas simplement rester assis et attendre qu'ils nous attaquent, mais si on révèle ça, ils sauront qu'on a piraté leurs emails, argumenta Charles, la peur évidente dans sa voix. On pourrait avoir de sérieux problèmes juridiques. Le groupe tomba dans un silence tendu, chacun pesant les implications de leur prochain mouvement. C'est alors que Sophie remarqua quelque chose d'étrange. À une table proche, un élève qu'elle ne reconnaissait pas semblait prêter trop d'attention à leur conversation. « Les gars, dit-elle à voix basse, je crois qu'on nous espionne. » Avant qu'il ne puisse réagir, un élève se leva brusquement et sortit en courant de la bibliothèque. « Après lui !» cria Antoine, oubliant un moment où il se trouvait. Le groupe sortit en courant, ignorant les protestations de la bibliothécaire. Ils coururent dans les couloirs, poursuivant le mystérieux espion jusqu'à ce que, soudain, ils le voient entrer dans le bureau du proviseur. Ils s'arrêtèrent net, haletants et se regardant les uns les autres avec un mélange de confusion et de peur. « Qui était-ce » demanda Émilie entre deux respirations saccadées. « Je ne sais pas » répondit Sophie, « mais qui que ce soit, il vient d'informer quelqu'un de ce que nous savons. » À ce moment-là, la porte du bureau du proviseur s'ouvrit. À la surprise de tous, ce ne fut pas la docteure Moreau qui sortit, mais un homme qu'aucun d'entre eux n'avait vu auparavant. « Mademoiselle Dubois, » dit l'homme, sa voix froide et contrôlée. « Vous et vos amis aimeriez entrer, n'est-ce pas ?» Sophie sentit un frisson parcourir son dos. Quelque chose dans la façon dont l'homme les regardait lui disait qu'ils étaient sur le point d'entrer dans des eaux beaucoup plus profondes et dangereuses qu'ils ne l'avaient anticipé. Avec un regard de détermination, Sophie hocha la tête à ses amis et ensemble, ils entrèrent dans le bureau. La porte se referma derrière eux avec un clic sinistre. À l'intérieur, ils trouvèrent non seulement l'homme mystérieux, mais aussi la docteure Moreau et, à leur surprise, le père de Charles. « Bienvenue, dit l'homme inconnu. Je m'appelle M. Thomas.
Je suis un enquêteur spécial envoyé par le ministère de l'Éducation nationale, et je crois que nous avons beaucoup à nous dire. » Sophie et ses amis se regardèrent, conscients qu'ils étaient sur le point d'affronter le plus grand défi jusqu'à présent dans leur quête de vérité. « Avant que vous ne commenciez vos explications, » poursuivit M. Thomas, « je dois vous informer que nous avons des preuves d'activités illégales de piratage informatique provenant des systèmes de cette école. L'un d'entre vous sait-il quelque chose à ce sujet ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie pouvait sentir le poids des regards de tous sur elle, attendant de voir qui serait le premier à parler. C'est à ce moment que Sophie réalisa que la véritable bataille pour Beau Rivage ne faisait que commencer, et que les conséquences de leurs actions pourraient être bien plus graves qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Le silence dans le bureau du proviseur était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Sophie regarda ses amis, voyant la peur et l'indécision dans leurs yeux. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, et vite. « Monsieur Thomas, » commença Sophie, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait, avant de répondre à votre question. « J'aimerais savoir exactement quelles preuves vous avez et contre qui. » M. Thomas haussa un sourcil, visiblement surpris par l'audace de Sophie. « Impressionnant, mademoiselle Dubois. Je vois que vous avez hérité de l'esprit combatif de votre père. » Sophie sentit une pointe de fierté mêlée d'inquiétude. Comment cet homme connaissait-il son père? « Pour répondre à votre question, » poursuivit M. Thomas, « nous avons des enregistrements d'accès non autorisés au compte de messagerie de plusieurs membres du personnel, y compris l'ancien proviseur Martin. Les accès ont été effectués à partir d'adresses IP au sein de L École. » Julien pâlit visiblement, et Charles fit un pas en avant, comme pour protéger son ami. « Ça ne prouve rien, » intervint Antoine. « N'importe qui aurait pu utiliser les ordinateurs de L École. »« C'est vrai, » concéda M. Thomas. « Mais nous avons aussi des enregistrements des caméras de sécurité qui montrent certains élèves dans les salles informatiques à des moments inhabituels. » Émilie laissa échapper un petit halètement. Sophie savait qu'il devait changer de stratégie, et vite. « Monsieur Thomas ?» dit-elle en faisant un pas en avant. « Oui, nous avons accédé à ces emails. Mais nous l'avons fait parce que nous avions des raisons de croire que des actes illégaux et discriminatoires étaient commis dans cette école. Des actes qui, j'ose dire, sont bien plus graves qu'une simple violation de la confidentialité. » La docteure Moreau, qui avait observé en silence, prit enfin la parole. « Sophie, je comprends votre position, mais ce que vous avez fait est illégal. Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. » C'est alors que le père de Charles, qui était resté silencieux jusque-là, intervint. « Peut-être devrions-nous écouter ce que ces jeunes ont à dire. Après tout, ce sont eux qui ont exposé la vérité sur M. Martin. » M. Thomas regarda le père de Charles avec une expression indéchiffrable. « Monsieur le maire, étant donné votre position au sein du conseil d'administration, je suis surpris par votre compréhension envers ces élèves. » Charles regarda son père avec un mélange de surprise et de gratitude. Sophie réalisa qu'il y avait plus en jeu ici que ce qui semblait à première vue. « Et si on faisait un marché ?» proposa Sophie, sentant qu'elle devait profiter de ce moment. « Nous partageons ce que nous avons découvert, toutes les preuves que nous avons sur la corruption et la discrimination à Beau Rivage. En échange, nous voulons l'immunité et la garantie qu'une enquête complète et impartiale sera menée. » M. Thomas la fixa du regard pendant un long moment. « Vous êtes audacieuse, mademoiselle Dubois, mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez quelque chose que nous n'avons pas déjà découvert ?» Sophie échangea un regard avec Julien, qui hocha légèrement la tête. « Parce que, dit-elle avec assurance, nous avons accès à des emails et des documents qui vont au-delà de M. Martin. Des emails qui impliquent un des membres actuels du conseil d'administration et des fonctionnaires du rectorat. » La pièce sembla se figer pendant un moment. M. Thomas regarda la docteure Moreau, qui semblait avoir perdu toute couleur de son visage. M. Thomas rompit le silence tendu avec un rire court et sec. « Bien joué, mademoiselle Dubois. Très bien joué. » Il se dirigea vers la fenêtre, regardant pensivement le campus de Beau Rivage pendant un moment, avant de se retourner vers le groupe. « Je vais être franc avec vous, » dit-il, son ton maintenant plus sérieux. La situation dans cette école a attiré l'attention d'instances beaucoup plus élevées que vous ne pouvez l'imaginer. Il y a des intérêts puissants
qui préférerait que tout cela disparaisse silencieusement. Sophie sentit un frisson parcourir son dos. « Vous voulez dire qu'il y a des gens qui veulent étouffer tout ça ?» M. Thomas hocha lentement la tête. « Exactement. Et ces gens ont les moyens de rendre la vie de chacun d'entre vous très, très difficile si vous décidez d'aller de l'avant avec ceci. » Charles fit un pas en avant, l'indignation clairement visible sur son visage. « Vous nous menacez ?»« Non, jeune le maire, » répondit calmement M. Thomas. « Je vous avertis, il y a beaucoup plus en jeu ici que ce que vous pouvez voir. » La docteure Moreau, qui avait écouté avec une inquiétude croissante, intervint. « Monsieur Thomas, cela va au-delà de ce qu'on m'avait dit. Je croyais que nous étions ici pour résoudre le problème de discrimination à Beau-Rivage, pas pour ce que vous suggérez. » Le père de Charles, qui était resté silencieux, prit enfin la parole. « Je pense qu'il est temps que nous mettions tous cartes sur table. Ces jeunes ont risqué beaucoup pour exposer la vérité, et ils méritent de savoir exactement dans quoi ils s'engagent. » M. Thomas fixa longuement M, le maire du regard, avant d'acquiescer lentement. « Très bien. Mais je vous préviens, une fois que vous saurez cela, il n'y aura pas de retour en arrière. » Sophie regarda ses amis, voyant dans leurs yeux la même détermination qu'elle ressentait. « Nous sommes prêts, » dit-elle fermement. M. Thomas soupira profondément avant de commencer. La discrimination à Beau-Rivage n'est pas un cas isolé. Elle fait partie d'un schéma plus large qui affecte les écoles dans toute la région, voire dans tout le pays. Il y a des organisations qui bénéficient du maintien de certaines communautés marginalisées et sans accès à une éducation de qualité. Émilie haleta. « Vous voulez dire que c'est intentionnel ?»« J'en ai peur, » répondit M. Thomas. « Des contrats lucratifs pour des programmes d'amélioration, des détournements de fonds, des manipulations de statistiques pour obtenir plus de financement. C'est un système conçu pour perpétuer l'inégalité tout en remplissant les poches de quelques-uns. » Sophie sentit qu'elle manquait d'air. L'ampleur de ce à quoi ils étaient confrontés était écrasante. « Mais pourquoi nous racontez-vous tout cela ?» M. Thomas la regarda droit dans les yeux. « Parce que, mademoiselle Dubois, vous êtes allée plus loin que quiconque n'a jamais réussi auparavant. Vous avez des preuves qui pourraient exposer tout le système, et cela fait de vous une menace, ou des alliés très précieux. »« Des alliés ?» demanda Antoine, confus. « Oui, » répondit M. Thomas. « Voyez-vous, je ne suis pas seulement un enquêteur du ministère de l'Éducation nationale. Je fais partie d'un groupe plus large qui travaille en secret pour démanteler ce système corrompu, et je crois que vous pourriez être la clé pour y parvenir. » Le silence qui suivit était assourdissant. Sophie regarda ses amis, voyant sur leur visage le même mélange de choc, de peur et de détermination qu'elle ressentait. « Que voulez-vous que nous fassions ?» demanda-t-elle finalement. M. Thomas sourit légèrement. « Je veux que vous fassiez exactement ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais maintenant, avec notre aide et notre protection, nous allons exposer tout cela, mais nous devons le faire de la bonne manière. Un faux pas et tout pourrait s'effondrer. » La docteure Moreau, qui avait écouté avec une horreur croissante, se leva. « C'est trop. Je ne peux pas faire partie de cela. Je crains que vous n'ayez pas le choix, docteur, » dit M. Thomas, son ton soudain froid. « Vous faites déjà partie de cela, que vous le vouliez ou non. La question est, de quel côté allez-vous vous ranger ?» Sophie regarda autour d'elle, les visages tendus et déterminés de ses amis. Le père de Charles, qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules, la docteure Moreau qui luttait visiblement avec sa conscience. À ce moment-là, Sophie sut qu'ils étaient à un point de non-retour. Les décisions qu'ils prendraient dans les prochaines minutes n'affecteraient pas seulement leur vie, mais celle de milliers d'élèves dans tout le pays. « Nous sommes dedans, » dit Sophie, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Mais à une condition. Nous faisons cela à notre manière. Plus de secrets, plus de manipulation. Si nous allons exposer la vérité, nous le ferons en toute transparence. » M. Thomas la regarda fixement pendant un moment avant d'acquiescer lentement. « D'accord, mais je vous préviens, le chemin qui vous attend ne sera pas facile. Il y aura ceux qui feront tout leur possible pour vous faire taire. »« Nous le savons, » répondit Sophie, regardant ses amis qui acquiescèrent en signe de soutien. « Mais nous sommes déjà allés trop loin pour abandonner maintenant.
Alors que le soleil commençait à se coucher dehors, baignant la pièce d'une lueur dorée, le groupe réalisa qu'ils étaient sur le point de s'embarquer dans la bataille la plus importante de leur vie. Une bataille qui déterminerait non seulement l'avenir de Beau-Rivage, mais celui des écoles de toute la France. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'à ce moment précis, des forces obscures se mobilisaient déjà contre eux. La véritable épreuve ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités frénétiques pour Sophie et ses amis. Travaillant en étroite collaboration avec M, Thomas et son équipe d'enquêteurs, ils commencèrent à démêler le réseau complexe de corruption et de discrimination qui étendait bien au-delà des murs de Beau-Rivage. Chaque nouvelle preuve qu'ils découvraient était plus choquante que la précédente. Des emails cryptés révélaient des conversations entre des hauts fonctionnaires du rectorat et des hommes d'affaires influents, discutant ouvertement de la manière de manipuler les politiques éducatives pour leurs bénéfices personnels. Des documents financiers montraient un système complexe de détournement de fonds qui fonctionnait depuis des années, privant les écoles de ressources vitales. Mais le plus perturbant de tout étaient les plans détaillés pour remodeler la composition démographique de plusieurs écoles, y compris Beau-Rivage. Ces plans allaient bien au-delà de simples politiques discriminatoires. C'était une tentative calculée de marginaliser systématiquement certains groupes d'élèves. Au fur et à mesure qu'ils approfondissaient l'enquête, Sophie ne pouvait s'empêcher de sentir le poids de la responsabilité sur ses épaules. Chaque soir, en rentrant chez elle épuisée, elle voyait l'inquiétude dans les yeux de son père. « Sophie, ma chérie », lui dit un soir M. Dubois, sa voix chargée d'émotion. « Je suis si fière de toi, mais j'ai aussi peur. Ces gens auxquels tu t'attaques, ils sont dangereux. » Sophie serra son père dans ses bras, sentant le tremblement dans son corps. « Je sais, papa, mais on ne peut pas s'arrêter maintenant. Trop de gens comptent sur nous. » Pendant ce temps, à Beau-Rivage, la tension était palpable. Les élèves et les professeurs pouvaient sentir que quelque chose de grand était sur le point de se produire, bien que peu connaissent les détails. La docteure Moreau, qui collaborait maintenant pleinement à l'enquête, avait subtilement mis en place des mesures pour protéger Sophie et ses amis de toute représailles. Finalement, après des semaines de travail acharné, le moment que tous avaient attendu et redouté à parts égales arriva. Il était temps de rendre publique toute la vérité. Le matin du jour décisif se leva gris et menaçant, comme si le ciel lui-même pressentait la tempête qui était sur le point de éclater. Sophie et ses amis se réunirent tôt dans la bibliothèque de l'école, révisant une dernière fois leur stratégie. « Tout le monde est prêt ?» demanda Sophie, regardant chacun de ses camarades. Antoine, Émilie, Julien et Charles acquiescèrent, leur visage un mélange de détermination et de nervosité. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, » dit Sophie, « je veux que vous sachiez que je suis fière de vous tous. Ce que nous avons fait, ce que nous sommes sur le point de faire, changera les choses pour toujours. » À ce moment-là, M. Thomas entra dans la bibliothèque, suivi par la docteure Moreau et, à la surprise de tous, un groupe de journalistes et de caméras de télévision. « C'est l'heure », dit simplement M. Thomas. Le groupe se dirigea vers l'auditorium, où toute l'école S était déjà rassemblée pour une assemblée spéciale. L'anticipation dans l'air était palpable. Lorsque Sophie monta sur la scène, suivie par ses amis et les adultes qui les avaient soutenus, un silence expectatif tomba sur l'audience. Prenant une profonde inspiration, Sophie s'approcha du microphone. « Camarades élèves, professeurs, membres de la communauté et représentants des médias, » commença-t-elle, sa voix étonnamment ferme. « Nous sommes ici aujourd'hui pour révéler une vérité qui a été cachée pendant trop longtemps. » Pendant l'heure qui suivit, Sophie et ses amis, avec le soutien de M. Thomas et de la docteure Moreau, présentèrent leur dossier. Ils montrèrent des emails, des documents financiers et des témoignages qui exposaient la véritable ampleur de la corruption et de la discrimination qui avait gangrené non seulement Beau-Rivage, mais tout le système éducatif. La réaction de l'audience passa de l'incrédulité au choc et finalement à l'indignation. Lorsque Sophie termina sa présentation, l'auditorium explosa en une clameur de voix, certains criant en protestation, d'autres applaudissant en soutien. Mais le moment le plus choquant était encore à venir.
Juste au moment où il semblait que la situation pourrait échapper à tout contrôle, les portes de l'auditorium s'ouvrirent brusquement. Un groupe d'agents fédéraux entra, mené par une femme à l'allure sévère. « Je suis l'inspectrice spéciale Rodriguez », annonça la femme, sa voix coupant le chaos. « Nous sommes ici pour arrêter plusieurs individus dans le cadre d'une enquête fédérale sur la corruption et la violation des droits civiques dans le système éducatif. » Ce qui suivit fut une scène que personne à Beau-Rivage n'oublierait jamais. Plusieurs membres du conseil d'administration, y compris le père de Charles, furent menottés et escortés hors de l'auditorium. L'ancien proviseur Martin, qui avait été amené pour l'occasion, fut également arrêté. Alors que le tumulte se déroulait, Sophie se retrouva entourée par ses amis et son père, tous étreignants dans un mélange de soulagement, de triomphe et de choc face à ce dont ils venaient à être témoins. « On a réussi », murmura Émilie, des larmes coulant sur ses joues. « Non », corrigea doucement Sophie. « On ne fait que commencer. » Dans les jours et les semaines qui suivirent, l'histoire de Beau-Rivage devint une nouvelle nationale. L'enquête S étendit, révélant des cas similaires dans tout le pays. Des réformes éducatives à grande échelle furent lancées, et le nom de Sophie Dubois devint synonyme de courage et de justice pour beaucoup. Mais pour Sophie et ses amis, le véritable triomphe ne résidait pas dans la célébrité ou la reconnaissance, mais dans les changements qu'ils commençaient à voir dans leur propre école. De nouveaux programmes de soutien pour les élèves de toutes origines, une administration véritablement engagée dans l'égalité et un sens renouvelé de communauté et de but. Un après-midi, des mois après ce jour fatidique dans l'auditorium, Sophie était assise dans les gradins du terrain de football, observant un groupe diversifié des élèves jouant ensemble. Charles s'assit à côté d'elle, son visage plus serein qu'il ne l'avait été depuis longtemps. « Tu sais », dit Charles, regardant la scène devant eux, « malgré tout ce qui s'est passé avec mon père, je ne regrette rien. On a fait ce qu'il fallait. » Sophie acquiesça, un petit sourire aux lèvres. « Oui, on l'a fait, et on continuera à le faire. » Alors que le soleil se couchait sur Beau-Rivage, baignant le campus d'une lueur dorée, Sophie ressentit un profond sentiment de paix et de détermination. Elle savait que le chemin à parcourir serait encore difficile, qu'il y aurait d'autres batailles à mener et d'autres vérités à révéler. Mais elle savait aussi qu'avec des amis loyaux à ses côtés et la force de la vérité de son côté, il n'y avait pas de défi qu'il ne puisse relever. Le vent souffla doucement, emportant avec lui les rires des élèves sur le terrain. Et à ce moment-là, Sophie sut que, quoi qu'il arrive, Beau-Rivage ne serait plus jamais le même. Et cela, pensa-t-elle avec un sourire, était la plus grande victoire de toutes.